commencer par une question simplement de forme. Vous avez mis en couverture de votre livre cette photographie d'une femme de l'Ohio. C'est pas moi qui ai mis ça. D'accord. Donc en fait, j'aimerais juste avoir une explication. Pourquoi c'est quoi? C'est la femme ouvrière Alors, merci de cette question qui me permet de vous faire part d'une souffrance. Moi, tout le monde s'en fout, mais vous faites pas, vous le rencontrerez si un jour vous publiez des livres, ce que je vous souhaite. On ne fait pas ce qu'on veut avec un éditeur. Ou plutôt, on fait ce qu'on veut avec un éditeur quand on est quelqu'un de très connu. Il suffit qu'on fasse paraître un livre pour qu'il soit vendu à des millions d'exemplaires. Je crois que Jean d'Ormesson, par exemple, qui est sans doute les écrivains qui vendent le plus de livres aujourd'hui, il doit avoir un certain pouvoir. Il dit non, je ne veux pas de cette photo, non, je ne veux pas, etc. Mais je ne suis pas Jean d'Ormesson, et résultat, l'éditeur, c'est plutôt lui qui a choisi la photo que moi. Alors, dans un premier temps, je suis toujours en retard. Enfin, ça aussi, tout le monde s'en fout, mais il y a des gens comme ça, je fais toujours tout un peu au dernier moment. Et résultat, vraiment, je devais finir de relire les épreuves du livre, et il me dit, il faut absolument que ça parte avant le samedi, là. Et pof, il me dit, voilà la photo qu'on avait prévue pour la première de couverture. Et il m'envoie une photo que j'ai détestée, mais vraiment détestée. Et tout de suite, je dis, mais non, ça, surtout pas ça. C'était la photo misérable d'une mendiante à cheveux sales dans les parterres, peut-être dans les rues de Calcutta. Et je trouvais que c'était un peu impudique, vous voyez, dans la manière d'essayer. Bon. Et je dis, surtout pas ça. Alors il dit, bah oui, mais écoutez, là, il faut absolument faire le choix, il vous reste une après-midi. On me renvoie une autre photo que je n'aime pas plus. Je dis, encore moins. Et là, écoutez, vraiment, et à ce moment-là, on m'envoie celle-là. Et je me dis, après tout, pas si mal. Parce que il se trouve que je me dis, bah tiens, après tout, c'est mieux. Pour des raisons toutes privées, elle ressemble un peu à Tata Anna, une des grands-tantes de mon père que j'ai bien connue en Corrèze, dont je parle un peu au moment dans mon bouquin. Et je me dis, après tout, on y va. Et puis j'ai donné oui. J'ai dit oui. Je ne savais pas que c'était une dame de l'Ohio, etc., etc. Et puis, pof, le bouquin paraît. Puis après, je me dis, mince, c'est quand même assez... Bon, alors, donc je ne peux pas vous répondre parce que je ne l'ai pas choisi. Je pense qu'ils l'ont choisi. Comme l'a dit, après, quand vous faites paraître un livre, il y a des articles dans la presse. Et dans un journal, il y a eu quelqu'un qui a fait un article que j'ai bien aimé sur ce bouquin, parce qu'il était gentil pour mon bouquin, d'accord. Mais elle défendait, elle disait, à la fois, il y a de la pauvreté, à la fois, il y a un certain débraillé, et en même temps, à la fois, il y a une certaine tristesse, un certain désespoir, et en même temps, elle disait qu'il y avait dans le regard quelque chose de droit, qui faisait que cette personne qu'on aurait pu dire indigne a quelque chose de digne. Ça fait penser à Brassens, vous savez, il y a une chanson, les sabots de la pauvre Hélène, hein. Vous connaissez cette chanson, les trois capitaines, la pauvre Hélène, hein. Les sabots d'Hélène étaient tout crottés, les trois capitaines l'auraient appelée vilaine, mais moi, qui ne sois pas capitaine, j'ai enlevé ses sabots et j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Après, sous son jupon tout mité, j'ai trouvé les jambes d'une reine et je les ai gardées. Les trois capitaines l'auraient dit vilaine, et dans le cœur de la pauvre Hélène, qui n'avait jamais chanté, j'ai trouvé l'amour d'une reine et je ne l'ai jamais, et moi je l'ai gardé. Autrement dit, de même que Brassens nous a montré la dignité de la princesse vêtue de laine, de la déesse en sabots, de la pauvre Hélène, hein, et bien peut-être qu'ils ont choisi cette première de couverture pour attirer un peu le chaland, et puis pour... Bon, mais voilà. Mais ceci dit, moi je n'aurais pas choisi ça. Je vous ai répondu? Deuxième question, remarque. Moi, je crois que ça va être encore moins. Mais je vous en prie. Parce que moi, j'ai lu votre livre qui m'a occupé une certaine partie des vacances. Et je dois avouer que j'ai quelques petits points de désaccord. Mais j'en suis heureux. Voilà. Par exemple, dans les portraits, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est moi qui m'a coupé, mais vous expliquez que le général de Gaulle, par exemple, un personnage très digne, etc. Pour le moment, vous parlez de sa fille, mais vous dites à un moment, lui qui était déjà si digne et qui à l'école militaire se levait plus tôt pour aller prendre sa douche avant les autres. C'est un fait exact. Oui. Il ne voulait pas être vu par les autres nus. Être vu nu, c'est avouer une certaine animalité. Et De Gaulle, qui avait déjà le sens peut-être du secret du spectacle, se levait avant tout le monde pour ne pas être vu ainsi. Mais ma question c'est, est-ce que là c'est... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... La dignité et la pudeur donc, ne seraient qu'une chose. Et moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu vulgaire dans la pudeur. Forcément, puisque s'il considérait comme ça qu'être vu nu était quelque chose de vulgaire, c'est-à-dire ou d'indigne, forcément il y a un moment où ça le devient.
mais je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose forcément d'indigne Dans la nudité. dans la nudité ou dans l'exhibition sûrement, mais pas dans la... Je vous remercie de cette question qui est passionnante. Il faudrait qu'on ait du temps et il ne faut pas qu'on transforme une discussion, enfin, un débat en une discussion à deux. Juste quelques points. Je serais volontiers d'accord avec vous pour dire que il n'est pas forcément impudique de se montrer nu. Il se trouve que le général de Gaulle a été élevé à une époque et dans un milieu qui le pensait. D'accord ? Ceci dit, je suis d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas forcément être impudique que de se montrer digne. Tout dépend du regard que l'autre porte sur vous à ce moment-là. Car si l'autre porte... ah oui, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure. On va mettre rewind. C'est que la bête... Le regard, c'est important, le regard qu'on porte sur vous, vous le savez tous. Mais la belle, à ce moment-là, elle regarde la bête d'une manière irrespectueuse. Mais à la fin du film, elle va la regarder autrement. Et là, il va se passer un petit miracle. Les défroques de la bête vont tomber, vous savez, et hop, va sortir des défroques de la bête Jean Marais, quel bel homme, Jean Marais habillé en beau prince. Ce que le regard de la belle a fait à la bête, le regard de chacun d'entre nous peut le faire un peu vis-à-vis d'autrui, vous voyez, hein? Je veux dire par là qu'il y a des regards qui sont respectueux de la dignité humaine et des regards qui ne sont pas respectueux de la dignité humaine. C'est un petit retour en arrière, mais pour dire que moi je ne suis... Alors je crois qu'on pourrait dire que De Gaulle était peut-être plus dans la pudibonderie que dans la pudeur, vous voyez. Mais on ne peut pas lui reprocher d'être né dans une certaine époque et d'avoir été élevé d'une certaine manière. Ceci dit, même si on n'est pas pudibond, se montrer nu à autrui n'est jamais facile quand on est un être humain. Je veux dire par là que nous ne sommes pas nus comme les bêtes le sont. Car la bête ne choisit pas d'être nue. Être ou ne pas être nu, là est la question pour nous. Pour les bêtes, il s'agit d'une nudité de condition. Et vous n'avez que peu d'exemples de pudeur chez les bêtes, par exemple. Bon. Alors donc ce qui est important, c'est le regard d'autrui. Mais alors il y a autre chose aussi que je veux dire à propos de la pudeur, c'est que, alors en effet, il ne faut pas confondre la pudeur et la pudibonderie. Et il faut aussi comprendre ça, c'est que la pudeur fait partie de ces vertus fragiles qui s'annulent si on les exhibe. Je veux dire par là qu'on ne peut pas être à la fois pudique et le dire, qu'on ne peut pas à la fois être modeste et le dire, qu'on ne peut pas être à la fois intelligent et le dire. Si vous dites « je suis pudique », proclamer qu'on est pudique, c'est faire preuve d'impudeur. Vous en voulez un exemple? Nicolas Sarkozy, pendant la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2007, vous savez qu'il est resté longtemps ministre de l'Intérieur alors qu'il était déjà candidat, ce qui est peut-être un peu choquant, qu'importe. Mais à un certain moment, il a été quand même obligé de démissionner de son statut de ministre de l'Intérieur pour pouvoir terminer sa campagne pour être élu président de la République. Et à un moment, il a réuni tous ses collaborateurs les plus proches du ministère de l'Intérieur. Il a travaillé avec eux des années et des années, parce qu'il a été ministre de l'Intérieur plusieurs fois. Et alors qu'il y a toutes les caméras, à un moment, il dit ça. C'est quand même extraordinaire qu'après tant d'années, avec beaucoup de pudeur, j'ose vous dire que je vous aime. Ça, c'est l'impudeur même, vous voyez, toutes les caméras étant plaquées ici. Donc, il en va de la pudeur comme de la modestie. On ne peut pas être modeste et le dire. Si vous dites « je suis quelqu'un de très modeste », vous êtes orgueilleux. Et de même, on ne peut pas être intelligent et le dire. Si vous dites très fort « moi je suis quelqu'un de très intelligent », proclamer qu'on est intelligent, c'est une preuve de bêtise. Proclamer qu'on est modeste, c'est une preuve d'orgueil. Proclamer qu'on est pudique, c'est une preuve d'impudeur. Donc je suis d'accord avec vous. Simplement, je vous reprocherai éventuellement de manquer un peu d'aménité vis-à-vis de ce personnage-là, qui a été... Si je parle de Gaulle, c'est justement parce qu'il est plus bourgeois que sans doute vous l'êtes et moi aussi, si vous voulez. Mais sur le fond, nous sommes d'accord. Il y avait aussi les enseignants qui voulaient, je crois, poser des questions, faire des remarques. Ils ne veulent plus. Ah, alors, moi, j'en ai une qui porte sur un détail de ton livre, mais néanmoins important, et je te la pose avec d'autant plus d'intérêt que je n'ai pas véritablement la réponse. Il s'agit de l'exposé que tu fais de la question du mensonge chez Kant.
c'est que Kant, la loi morale, amène, bon, on ne tombe pas dans les détails, on verra, à condamner indéfectiblement le mensonge. Pour Kant, il n'y a pas de mensonge par bienveillance qui vaille. Et ça a été l'objet d'une controverse avec Benjamin Constant, qui lui propose... Vous avez peut-être déjà travaillé sur le mensonge? Alors, non, justement, pas encore. C'est pourquoi, c'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon, comme ça, ça constituera une introduction. Benjamin Constant, déjà, reproche à Kant l'idée selon laquelle on puisse mentir de manière absolue, disant que seuls ont droit à la vérité ceux qui la méritent, mais on pourrait facilement lui objecter que comment décider ceux qui la méritent. Mais le plus intéressant, c'est qu'il propose une situation concrète, et la morale est bien faite pour répondre à ces situations concrètes, qui est la suivante. Supposons qu'un ami soit poursuivi par des assassins, vous acceptez de le cacher, quelque temps plus tard, ces assassins frappent à votre porte et vous demandent si l'ami est là. Qu'allez-vous faire? Si vous mentez, vous le condamnez à mort, d'une certaine manière. Si vous dites la vérité, certes, si vous mentez, pardon, vous le sauvez, si vous dites la vérité, vous le condamnez à mort. Et donc on pourrait se demander si Kant n'a pas envisagé la possibilité d'un conflit des devoirs. Par exemple, trahir ou mentir, on parle de la foi. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais te demander ton avis à ce sujet, d'autant plus qu'il me semble que dans sa réponse, Kant n'est pas particulièrement convaincant. C'est dans un opuscule qui s'appelle d'un prétendu droit de mourir, de mentir. Lapsus intéressant, droit de mentir par humanité, parce que son premier argument consiste à dire que oui, si on ment, on pourrait être poursuivi par les lois civiles. Mais alors c'est confondre légitimité et légalité. Est-ce que l'on doit obéir à un régime illégitime, même s'il est légal, une dictature par exemple? Et le deuxième argument consiste à invoquer des circonstances un peu hasardeuses selon lesquelles l'ami que vous avez caché serait sorti discrètement. Bref, ça semble assez improbable. Donc ma question serait la suivante, en tant qu'avocat de Kant, et je le dis avec d'autant plus d'intérêt que je suis moi-même kantien sur bien des points, mais là j'ai un peu une difficulté avec cette question du mensonge. Tu me disais que vous n'avez pas encore travaillé sur la morale, enfin. Et Monique me disait tout à l'heure que la lecture, enfin, de mon bouquin pouvait être un peu une introduction à Kant. Donc j'accepte ces... Alors justement, oui, moi aussi je me sens très proche de Kant. D'ailleurs, Kant, c'est le grand philosophe de la dignité. Quand il a dit « les choses ont un prix, mais l'homme, lui, a une dignité, laquelle est sans degré ni parti de... » donc tous les hommes sont dignes, même si Dieu n'existe pas, il a dit quelque chose qui avait été jamais dit, nulle part ailleurs, jamais avant. Quand Kant a écrit ça, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, quand Kant a écrit ça, il a écrit quelque chose qu'on n'avait jamais dit avant lui, jamais. Et en un sens, Kant a changé la face du monde, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous kantiens, sans vraiment forcément le savoir. Le droit, par exemple, la justice, est très kantienne, parce que la justice telle qu'elle devrait être, elle ne fonctionne pas toujours bien, je suis d'accord, mais la justice, elle pense que même le pire des salopards doit être traité avec respect parce qu'il a une dignité. La justice proclame ça. Je ne dis pas qu'elle le fait toujours, mais elle proclame ça. Il fut une époque où les violeurs, les criminels, on les comment ça s'appelle, on les écartelait, on les torturait, on leur coupait la langue, on les torturait, etc. Kant, il a réclamé qu'on traite avec humanité même les pires des salopards, vous voyez. Et alors que la foule qui a la bave aux lèvres est en train de réclamer la mort du salaud, je te dégage, je te pisse à l'arrêt, etc., le juge, il est là pour protéger le pire des criminels, et il s'adresse à lui avec respect. Il le vous voit, par exemple, lui qui est tout seul. Si vous dites vous à quelqu'un qui est tout seul, c'est qu'il y a du pluriel en lui. Il y a toi, ton crime horrible, mais il y a aussi une part de toi qui vaut mieux que ce que tu as fait. Et je vais précisément te respecter alors que tu n'as pas respecté les autres. Kant est un auteur très important au sujet de la dignité, aussi en ceci qu'il a transformé la face du monde. Et qu'en fait, quand nous disons aujourd'hui qu'il faut respecter la dignité humaine, qu'il faut respecter même les gens qui sont mal conduits au moment où on les juge, eh ben on se montre kantien. Donc c'était fatal qu'on parlât un petit peu de Kant dans un bouquin sur la dignité. Alors maintenant, il est vrai qu'à un certain moment, dans le chapitre sur Kant, où j'essaie de transmettre Kant, où j'essaie d'expliquer Kant à ceux qui ne l'ont pas connu, ce qui n'est pas toujours facile, qui n'ont pas toujours lu, il est vrai qu'à ce moment-là, je parle un peu du mensonge,
je vais tout de suite, je te réponds tout de suite. Je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup Kant, mais je crois qu'il a tort de dire qu'il ne faut jamais mentir. Je suis d'accord avec Benjamin Constant pour dire qu'on a le droit de mentir pour protéger un innocent. J'ai même envie de dire avec Yankelevitch que non seulement on a le droit de mentir à la Gestapo, parce que Kant écrit... Alors voilà ce que Kant écrit dans la critique de la raison pratique. Que le mensonge, qu'il ne faut jamais mentir. Que le mensonge est un acte qui est toujours immoral. Pourquoi? Parce que pour Kant, le mal vient de la contradiction. Pour Kant, agir mal, c'est agir de manière contradictoire. Or, le mensonge est un acte contradictoire, donc le mensonge est toujours un acte immoral. C'est un peu ça le raisonnement de Kant. Là, je suis un peu abstrait, mais je vous dis quelque chose qui peut-être va vous parler plus. D'où vient qu'on éprouve toujours une certaine gêne à mentir? D'où vient que même celui qui parmi nous ment souvent, voire très souvent, pardonnez-moi, je vous ai enrôlé dans la communauté des menteurs. Peut-être qu'il y a parmi vous quelqu'un qui ne ment jamais. Peut-être quelqu'un qui va se lever en disant moi, non, moi je ne mens jamais. À mon avis, s'il fait ça, il va faire la preuve du contraire au moment même où il va l'avancer. Parce que c'est mentir que de dire qu'on ne ment jamais. Donc vous m'en voulez pas. Avouez que vous avez tous menti et que vous mentez tous de temps en temps. Non? Bon. Est-ce qu'on peut dire qu'on ment toujours? Alors, donc, l'homme ment, nous mentons tous. Mais en même temps, au moment où nous mentons, nous restons attachés à la règle selon laquelle il n'est pas beau de mentir, il n'est pas bien de mentir, vous voyez? C'est ça qui est étrange. C'est que nous mentons toujours à titre exceptionnel. C'est à chaque fois, juste pour une fois. On ne se lève pas le matin, sauf si on est un peu... C'est un nom pour ça, ceux qui mentent et qui croient à leurs mensonges. Bon, mythomane. Mais la mythomanie est une maladie. Je prends l'homme sain. On ne se lève pas le matin avec l'intention de mentir. D'ailleurs, on est plus souvent franc que menteur. Quelqu'un vous demande où son chemin, vous le lui donnez. Quelqu'un vous demande l'heure, vous répondez les choses véritablement. On ne se lève pas le matin avec l'intention de mentir. Et on est plus souvent franc que menteur. Et puis voilà, pas qu'à un certain moment de la journée, on se trouve dans une situation telle que si on dit la vérité, on risque d'avoir des ennuis. On risque d'être ridicule. On risque d'être emmerdé, on risque une scène de ménage, on risque des reproches, on risque d'être critiqué par ses copains. Et là, alors qu'on reste attaché à la règle selon laquelle il ne faut pas mentir, c'est pas bien, c'est pas beau de mentir, on se dit, bon, bah, je vais faire une exception. Mais le problème, c'est que l'exception, elle se redouble, elle se répète. On ment toujours à titre exceptionnel, c'est à chaque fois juste pour une fois. C'est pas bien de mentir, c'est pas beau de mentir, mais juste pour une fois, là, pour me tirer d'un mauvais cas, etc. Et alors, être kantien, c'est penser que la petite gêne qu'on éprouve quand on ment, mais vous l'éprouvez tous, hein. Même le meilleur des menteurs, pour être un bon menteur, il faut avoir des dons de comédien, il faut avoir de l'imagination et de la mémoire. Il faut avoir de la mémoire parce qu'il faut se souvenir des mensonges qu'on a faits. Si vous dites à votre copain que vous êtes allé chez Bébert au café de 5 à 7 et que vous y avez croisé Françoise, alors qu'en fait vous étiez dans les bras d'un amant, et qu'à un moment vous lui dites tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu Françoise, ben, pourtant tu... mince. Donc il faut avoir de la mémoire. L'homme sincère, il n'a pas besoin d'avoir de la mémoire parce qu'il partage le même monde. Pour être un bon menteur, il faut avoir de la mémoire. Il faut avoir de l'imagination parce que des fois on est dans des situations tellement... Des fois on est démasqué, on est foutu. Il y a une pièce géniale de Corneille qui montre ça. C'est un menteur extraordinaire, virtuose. Puis à un moment il se trouve dans une situation, alors là il est foutu, il va se faire avoir. Et au dernier moment, il invente une histoire qui, paf, qui convainc. Hein? Et le menteur de Corneille dit à ce moment-là, l'imagination a pallié au défaut de mémoire. Donc pour être un bon menteur, il faut avoir de la mémoire, de l'imagination, et surtout des dons de comédien. Parce que normalement, ça se voit qu'on ment. Je veux dire par là que, regardez un enfant mentir pour la première fois. Les enfants sont généralement francs, sincères, ils disent ce qu'ils croient, ils disent ce qu'ils pensent, ils disent ce qu'ils sentent. D'ailleurs, des fois, ça pose des problèmes. L'enfant dit « Pourquoi t'es pas belle ?» à la dame. « Chut, tais-toi, etc. »« Pourquoi quand tu parles, ça sent pas bon, t'as mauvaise... »« Tais-toi, enfin, etc. » Ils vous ont gêné, votre petit frère, votre petit cousin, au moment de la pullulation acnéique. T'as un bouton là, oh non, arrête de ça. Bon, donc, les enfants, généralement, disent ce qu'ils pensent, disent ce qu'ils sentent, disent ce qu'ils savent. Les enfants ne sont pas menteurs. Mais regardez un enfant tenter son premier mensonge. Hein, ce qu'on pourrait appeler la première ombre sur le lin immaculé de la pureté. Hein, la première ride sur le front saint de l'innocence. Regardez un enfant tenter son premier mensonge. Ça se voit tout de suite. Parce que l'homme franc, il est droit, il est net. Il peut vous regarder droit dans les yeux. D'ailleurs, quand quelqu'un vous dit ça va, est-ce que tu peux me dire dans les yeux ce que Chirac avait dit à Mitterrand?
Monsieur le Président, pouvez-vous me dire, en me regardant droit dans les yeux, un homme franc, c'est un homme droit, net, sincère, beau, alors qu'un homme menteur, c'est un homme tordu, biaisé, laid. Il n'est pas beau de mentir. Et justement, quand un... Je mets dans mon bouquin aussi des références nobles, un Kant, Hegel, et puis des références non pas ignobles, mais moins nobles. Vous vous souvenez de Oui, oui. Oui, oui et Potiron sont des gens francs. Ils sont droits, ils vous regardent comme ça, droit dans les yeux. Alors que ils sont beaux. Sournois et Finot, ils sont tout controuvés, tout courbés, etc. Eh bien, regardez un enfant faire son premier mensonge. C'est toi qui as fait ça? Et c'est moi, il pleure après. D'où vient qu'il y a une force qui nous tord? L'homme franc est droit, l'homme menteur est tordu. Et ma question, c'est d'où vient cette torsion, vous voyez? C'est pas simplement le regard qui est torve comme ça. Généralement, quand on ment, on n'ose pas regarder dans les yeux. C'est pas simplement le regard, c'est tout qui se tord, vous voyez? Et alors, résultat, puisque ça se voit, comme le nez au milieu de la figure, Pinocchio. Résultat, il faut apprendre à jouer la comédie pour pas que ça se voit. Et quand il aura appris à bien mentir comme son père, l'enfant, il va se détordre. Résultat, il va dire « Tu sais, papa, c'est pas moi qui ai fait ça !» Alors là, il en fait trop. Il en fait trop, il regarde trop droitement. Résultat, pour être un bon menteur, enfin, j'y connais rien, hein, il faut jouer la comédie, c'est-à-dire à la fois regarder l'autre dans les yeux, mais pas trop non plus. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'être kantien? Être kantien, c'est penser que la gêne, la torsion qui vient au menteur. Être kantien, c'est penser que la gêne qu'éprouve le menteur, la torsion qui lui vient, ne lui vient pas que de ce que Freud appelle le surmoi, ou que de l'éducation. Être kantien, c'est penser que la gêne qu'éprouve le menteur quand il ment, lui vient aussi d'une voix intérieure qui est la voix de la loi morale, vous voyez. Et cette loi morale, alors en effet chez Kant, elle est toujours univoque. Et alors elle nous dit, n'agis pas contradictoirement. Or, mentir, c'est agir contradictoirement. Vous savez que le mensonge est un acte contradictoire, parce que le menteur ne veut pas qu'on lui mente. Vous n'aimez pas qu'on vous mente, mais vous mentez. Mentir, c'est se donner à soi-même un droit qu'on refuse aux autres. J'avais un copain qui s'appelait Youn, qui était un type franc comme l'or. À un moment, il a fréquenté une fille qui s'appelait Diane, qui mentait tout le temps, une coquette, elle mentait tout le temps. Et on lui disait, mais écoute, elle te ment tout le temps. Bah oui, mais il l'aimait, il s'en foutait, il passait par-dessus, etc. Et un jour, Youn a fait un mensonge à Diane. Oh, je peux plus te voir, tu m'as menti, hein, c'est dégueulasse. Donc c'est très étrange. Mentir, c'est se donner à soi-même un droit qu'on refuse aux autres. Donc c'est agir contradictement. Le menteur ne veut pas qu'on lui mente. Le menteur veut ne plus mentir. Parce qu'au fond, nous mentons toujours à titre exceptionnel, c'est à chaque fois juste pour une fois et pour la dernière fois. Et en fait, nous avons pour projet d'arrêter. J'avais un copain qui avait écrit dans l'internat sur la formule suivante. Demain, virgule, je travaille. Demain, je travaille. Vous imaginez bien qu'il ne foutait jamais rien. Tous les matins, il se levait. Ah ben non, c'est demain. Je crois que nous avons tous plus ou moins pour devise, demain, j'arrête de mentir. C'est le dernier. C'est le dernier. Mais c'est comme les alcooliques, il y a un petit dernier qui suit. Hein. Et donc, le mensonge est un acte contradictoire. Et donc, la loi morale nous dit qu'il ne faut pas mentir. Et je suis d'accord avec Kant. La loi morale nous dit qu'il ne faut pas mentir. Mais je crois qu'il ne faut pas écouter, pour avoir une conduite morale, que la loi morale. Il faut écouter aussi ce qui se dit dans le visage de l'autre. J'évoque un philosophe dont tu leur parleras peut-être, qui est Lévinas. Et en l'occurrence, à mon avis, alors je prends plus grave que Benjamin Constant. Donc Kant a dit qu'il ne fallait jamais mentir. Benjamin Constant écrit à un philosophe allemand une lettre ouverte en lui disant, mais il y a quand même des cas où on a le droit de mentir. Jankélévitch va reprendre ça, il va radicaliser la chose. Vous êtes pendant l'occupation. Tiens, non, c'est là-bas. Moi, je venais aussi pour la déambulation, il ne faut pas s'intéresser qu'à ça. Elle s'appelait Sarah. Alors, je suis allé voir le film, vous ne l'avez pas vu, le film? Elle s'appelait Sarah. Vous ne l'avez pas vu, ce film? Mais il faut aller voir, parce qu'il y a Christine Scott Thomas dedans, dont je suis éperdument amoureux, et je l'ai vue l'autre jour dans l'avion. Et elle était à côté de moi, j'ai failli lui parler, enfin, tout le monde s'en fout. Bref, allez voir, elle s'appelait Sarah. Bon, vous êtes donc, à cette époque-là, donc vous êtes pendant l'occupation, vous cachez un juif chez vous ou un tzigane chez vous. La Gestapo arrive et vous demande Cohen est-il caché chez vous? Yehudi est-il caché chez vous? Si vous êtes kantien, vous devez agir en respectant toujours la loi morale. La loi morale vous dit qu'il ne faut jamais agir contradictoirement. Le mensonge est un acte contradictoire, donc il ne faut pas mentir. Et si on suit Kant, il faut dire à l'agent de la Gestapo, oui, le juif est caché chez moi. Et Jankélévitch dit, mais attendez, c'est impossible ça. Non seulement dans ce cas-là, on a le droit de mentir, mais on a même le devoir de mentir. Et résultat, dans ce cas-là, on a le droit de faire une exception à la règle selon laquelle il ne faut pas. Mais c'est là que Kant résiste, mieux que dans son opuscule.
Qu'est-ce que je viens de me donner la possibilité? C'est de faire une exception. Le problème, c'est qu'on ment toujours à titre exceptionnel. Et là, je viens de mettre le doigt dans un engrenage. C'est pas beau de mentir, il ne faut jamais mentir, sauf dans un cas comme ça, où, en mentant, je sauve la vie d'un homme. Mais résultat, j'ai commencé à me donner le droit de faire une exception. Puis je risque après de continuer. Moi, à un moment, j'ai essayé d'être kantien, de ne plus jamais mentir. Je ne suis pas arrivé, mais il y a un moment où je me suis dit, tiens, j'ai le droit de mentir si ça sauve la vie d'un homme. Mais un jour, j'ai un copain qui a trompé sa femme, qui est aussi une de mes copines. Et un jour, j'ai entendu cette copine dire, tu sais, s'il me trompe une seule fois, je le largue, parce que j'ai trop vu mon père tromper ma mère, donc je ne veux pas ça. Et lui est venu me dire, tu sais, j'ai fait une connerie, j'avais un coloc, et puis voilà, la chair est faible, elle était tellement mignonne que, bah voilà. Et surtout, tu ne le dis pas à elle, hein, parce que... bon. Et elle vient, elle me dit, dis donc, il ne s'est pas passé quelque chose entre... Et là, je me dis, bah, je m'étais dit que je ne ferais qu'une exception, c'est si ça sauve un homme. Là, ça ne sauve pas un homme, ça sauve un couple. J'ai menti à cette femme. Qu'est-ce que vous auriez fait? J'ai menti à cette femme. J'ai dit non, il n'y a rien eu. Parce qu'il regrettait tellement de l'avoir trompé, donc j'ai dit non, il n'y a rien eu. Et résultat, je viens de me donner le droit de faire une deuxième exception. Puis après, je me suis dit, bah, faut pas penser qu'aux autres, faut penser à moi aussi de temps en temps. Et résultat, je me suis remis à rementir. Donc Kant résiste un petit peu. J'ai été beaucoup trop long, mais ta question est donc. Je ne suis pas kantien en tout point. Et notamment, je ne suis pas kantien au sujet du mensonge, comme toi, apparemment. Comme toi, je pense qu'il y a des cas où on a le droit, voire le devoir de mentir. Pourquoi? Parce que pour avoir une conduite morale, il ne faut pas simplement écouter la loi morale. Il faut aussi écouter ce que nous dit le visage de l'autre. Et le visage de l'autre souffrant, qui dépend de moi, ben, je crois qu'il faut même peut-être le faire passer avant la loi morale. Mais ce serait un grand débat. Et voilà. D'accord. Justement, cette loi morale, elle dit peut-être de ne pas mentir. Est-ce que c'est la conscience avec un grand C? Cette loi morale, elle dit de ne pas mentir ou de mentir. De mentir, de Ah, mentir. cette loi morale dit peut-être de mentir. Alors, pour Kant, non. Mais parce que Kant a une certaine conception de la loi morale. La loi morale n'est pas l'apanage de Kant. Mais si on lit Kant et si on comprend bien ce que c'est que la loi morale chez Kant, on sera amené à dire que pour Kant, oui, la loi morale dit qu'il ne faut jamais mentir. Mais on peut avoir une autre conception de la loi morale que celle de Kant. Et en effet, Mais là, c'est peut-être même pas une conception, c'est simplement si c'est inné et si ça dépend, si c'est au-delà de l'intelligence et de la faculté de juger, c'est quelque chose qu'on ressent comme une loi morale. Oui. Donc là, c'est plus une question de conception. Alors oui, en même temps, si tu fondes la morale sur ce que tu ressens, tu fondes ta morale sur quelque chose de fragile. Parce que la sensibilité... Ah non, pas la sensibilité, Ah. je parle pas de ça. Mais je dis quand même ça. Parce que la sensibilité, elle est ondoyante et diverse. Elle ne peut pas être universelle. Elle ne peut pas être universelle. Par exemple, moi, par exemple, je dis, je suis contre la légalisation de l'euthanasie. Je suis contre la peine de mort et je suis contre la légalisation de l'euthanasie. Bon. Mais alors, en même temps, si je le suis, c'est parce que justement, je pense qu'il ne faut pas simplement faire appel à la sensibilité, il faut aussi faire appel à la raison. Toi, ce que tu évoques, c'est une intuition qui n'est ni la raison ni la sensibilité. Mais pédagogiquement, je vais parler un tout petit peu de la sensibilité. Par exemple, pour vous convaincre, si on me demandait d'essayer de vous convaincre que la peine de mort est une horreur, je m'adresserai plus à votre raison qu'à votre sensibilité. Parce que si je m'adresse à votre sensibilité, peut-être que, par exemple, je vais vous montrer une scène qui va vous dégoûter. La scène d'un innocent qui se trouve aux États-Unis dans les couloirs de la mort et à qui, à certains moments, on va faire une piqûre, hein, comme on pique une bête. Et là, vous allez se dire, c'est révoltant. Et là, vous allez être contre la peine de mort. Mais ensuite, un de mes collègues qui serait pour la peine de mort pourrait très bien et vous montrer l'image d'un type qui viole une fille et la tue de 48 coups de couteau. Et là, vous allez dire, quelle horreur. Hein, en faisant l'appel à la sensibilité de quelqu'un, on fait appel à un sol, on est sur un sol qui est assez mouvant. Hein. Par exemple, c'est là que moi je suis quand même d'accord avec Kant. Paul Ricoeur disait qu'il ne fallait pas fonder la morale simplement sur le respect, mais aussi sur la sollicitude. Il disait par exemple, quand on voit quelqu'un souffrir, ça décèle en nous des sentiments qui vont vers lui, au premier rang desquels je mets la sollicitude. Mais attendez, pas toujours. Voilà ce qu'écrit Paul Ricoeur. Quand autrui nous donne à voir sa souffrance, cela décèle en nous, de verbe déceler au sens où souvent on a le cœur un peu scellé, hein, on a mis plein de ciment, hein, on est blindé. Et c'est vrai que quand on voit quelqu'un souffrir, quand quelqu'un donne
à voir sa souffrance, cela décèle en nous des sentiments altruistes, comme la sollicitude qui va vers autrui. Et Ricoeur ajoute, voilà pourquoi je veux donner à la sollicitude un statut plus fondamental qu'au respect de Kant. Je ne suis pas d'accord, parce que tous les gens ne donnent pas à voir leur souffrance. Il y a des gens qui souffrent sans le montrer. Ou alors il y a des gens qui donnent leur souffrance à voir d'une manière telle que ça ne décèle pas l'altruisme, au contraire, ça le scelle. Alors il est vrai que si vous voyez par exemple une belle jeune femme qui restait belle, quoique découronnée par la chimiothérapie, et qui pleure doucement dans son lit, là vous avez de la sollicitude vers elle. Mais tous les malades ne sont pas émouvants. Il y a des vieilles dames grincheuses, racistes, odieuses, puantes. Et si vous en restez à la sensibilité, vous n'allez pas aller vers elle, vous voyez. La sensibilité, il ne faut pas lui faire accorder trop de confiance, parce qu'il y a aussi des ruses, de même qu'on disait tout à l'heure. Il y a des gens qui peuvent vous émouvoir par leur visage. Et puis après, vous vous rendez compte que c'est d'infâmes salauds. Alors Monique, voilà pourquoi moi je maintiens quand même que Kant a raison de dire qu'il faut fonder la morale sur la raison plutôt que sur la sensibilité. Mais ce que tu évoquais, c'est ni la sensibilité, ni la raison, c'est quelque chose d'une intuition plus haute, qui peut-être rejoindrait à ce moment-là la conception chrétienne de la dignité, peut-être, ou conception plus religieuse, peut-être. Et là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Moi, il y a aussi quelque chose qui me pose un problème, mais je pense que enfin, vous évoquez le fait qu'en réalité la dignité était une invention, enfin au début est un mot qui est inventé par la bourgeoisie pour répondre au concept d'honneur de la noblesse. Et moi la question que je me pose, si vous permettez, c'est pas que la bourgeoisie a inventé la notion de dignité, ça. puisque la chose existait déjà depuis longtemps, et le mot existait depuis déjà les Romains, puisque la dignitas c'était une charge publique, pouvait être, comme on dit aujourd'hui, vous êtes élevé à la dignité de chevalier de la Légion d'honneur. On vous donne ça. Et bien de même, vous pouviez être élevé à la dignitas de consul ou de dictateur ou de je ne sais trop quoi, de proconsul. Donc c'est pas la bourgeoisie qui a inventé, mais celle qui l'a promu. Pardon. D'ailleurs, ça c'est utile, parce que donc et par contre, est-ce qu'aujourd'hui le mot honneur n'aurait pas changé de sens et enfin ne serait pas en quelque sorte le serviteur de la dignité? Parce que par exemple aujourd'hui au tribunal, on jure sur l'honneur. Et on parle souvent d'un code de l'honneur, etc. Je me souviens d'avoir vu récemment à la télévision un ancien otage du Liban dire qu'après, je ne sais plus combien il avait fait d'années enfin il avait été enfermé 1 ou 2 ans, dire qu'il avait eu besoin de revenir au Liban plus tard pour se tenir debout là où il avait été forcé d'être agenouillé. Et donc c'est ce code de l'honneur qui force cet homme à lever son genou de terre, qui le ramène à ce qu'il appelle sa dignité. Donc est-ce qu'aujourd'hui le mot honneur n'aurait pas changé de sens pour être en quelque sorte le moyen de promouvoir la dignité? La proposition est séduisante. Je ne vois pas tout à fait, je ne comprends pas tout à fait par quel biais, par quel truchement, par quel chemin l'honneur pourrait conduire à la dignité. Cependant, dans ce que vous avez dit, hein, bon, on n'a pas beaucoup de temps, cependant, nous vivons dans une époque démocratique, mais il y demeure des usages aristocratiques et des mots aristocratiques. Et il est vrai que faire jurer quelqu'un sur l'honneur, parler de code d'honneur, comme on voit parfois même chez comme on voit dans les arts martiaux, comme on voit normalement en sport, comme on voit, paraît-il, mais ça c'est un petit peu du Michel Audiard, dans la mafia ou chez les truands. Bon. Nous vivons dans une époque où maintenant la caste ou la classe qui domine, c'est la bourgeoisie, c'est plus la noblesse, voyez. Hein. La noblesse, les nobles ne doivent pas travailler. Pour avoir beaucoup d'honneur, il ne faut pas travailler. Il est déshonorant de travailler. Aujourd'hui, on considère au contraire que ce qui est déshonorant, c'est de ne pas travailler, voyez. Donc c'est la bourgeoisie qui a gagné, la dignité l'a emporté sur l'honneur. Nous sommes dans un monde démocratique et non pas dans un monde aristocratique. Cependant, nous vivons dans un monde où demeurent comme ça des usages, des codes, des rites aristocratiques, dont le fait de devoir jurer sur l'honneur est un exemple, voyez. Alors après, il faudrait voir dans le détail comment le fait de recouvrer son honneur... Alors, 2 mots encore. Être philosophe, on s'arrête, être philosophe, c'est essayer de clarifier le sens des mots. Et donc, pour
pour clarifier le sens des mots, on est amené parfois à faire des distinctions nettes, par exemple entre l'amour et la passion, voyez, entre l'angoisse et le souci. Peut-être même que l'essentiel de nos cours, c'est ça, c'est faire une distinction entre le respect et l'amour, entre la volonté générale et la volonté de tous, enfin tout ça. En même temps, et donc entre l'honneur et la dignité, en même temps, il est clair que la réalité est toujours plus compliquée que ce qu'en dit la philosophie, vous voyez, car dans la réalité, les choses se mêlent à tout. On peut vous faire des exposés sur la nette distinction qu'il y a entre l'amour et la passion. Cependant, dans les relations importantes qu'on a eues dans notre vie, parfois c'est un mélange d'amour et de passion, ça se matine. L'amour et l'amitié, on peut les distinguer, le respect et l'amour, on peut les distinguer, l'honneur et la dignité, on peut les distinguer. Cependant, dans la réalité, il arrive parfois qu'on ait affaire à du plus bâtard, du plus gris. Et vous le suggérez, je crois, éloquemment. On peut à la fois vous remercier de votre attention, de votre participation, et puis vous libérer. Et en mon nom, je pense que vous vous associerez à moi pour remercier aussi M. Fiat à la fois de la clarté de son exposé et puis de la qualité de ses réponses.